public de rapprocher la justice du justiciable. Aussi estime-t-il que la bonne gouvernance instaure le respect de l'autorité, le respect de soi-même. Abdoul Mbaye ne s'est pas arrêté là, il a insisté sur la gouvernance de proximité, un concept qui, appliqué, assure la sauvegarde des ressources. Le tout de l'avis d'Abdoul Mbaye garantit la mise en place d'un État efficient, d'un État sobre. C'est ainsi seulement que le Sénégal marquera, selon le Premier ministre, son entrée dans une ère nouvelle. Pour une nation émergente dans un souffle nouveau, a martelé le chef du gouvernement, qui a auparavant salué la tenue des Assises nationales du Sénégal, une forte contribution à la vision politique du chef de l'État. Le Premier ministre n'a pas manqué de rendre hommage à la jeunesse sénégalaise qui, le 23 juin, debout comme un seul homme, a défendu au prix de sa vie la Constitution. Merci Maman Moussagnan. Le social, l'éducation et la question genre ont occupé une bonne place dans la déclaration de politique générale de Abdoul Mbaye et le constat est que les moyens seront renforcés dans ce secteur, nous dit Binta Wagé. Le gouvernement du Sénégal ne trouvera pas le repos tant que nous n'aurons pas apporté une solution définitive aux inondations. Abdoul Mbaye Dixit. Le Premier ministre, en faisant cette déclaration, est allé tout droit là où l'attendaient exactement les populations. Ainsi, dira le chef du gouvernement, des réponses concrètes seront apportées à la gestion des inondations. Les inondations, justement, ont été un prétexte pour aborder l'occupation anarchique de l'espace urbain qui pose le problème de l'hygiène de vie des populations. À ces mots s'ajoutent d'autres, tout aussi déplorés par le chef du gouvernement. Il s'agit entre autres du non-accès à l'habitat, du coût élevé de la vie, de l'inaccessibilité des services de soins, des urgences du monde rural, de l'échec du plan Takkal, du manque de services sociaux de base de qualité. Les défis sont multiples et nécessitent des mesures urgentes. Le gouvernement l'a compris, d'où son engagement à satisfaire les exigences d'un peuple en quête d'épanouissement et de bien-être. Et pour y arriver, Abdoul Mbaye parle de mettre fin aux injustices sociales, d'asseoir des bases économiques pour le développement, d'atteindre une productivité développante, de devenir un modèle de gouvernance efficace et enfin de contribuer à garantir la paix, la stabilité, la sécurité et l'intégration régionale. S'agissant du système scolaire, Abdoul Mbaye prône des ruptures nécessaires. Selon le Premier ministre, les solutions aux problèmes de l'école sénégalaise doivent notamment passer par un recadrage de ses objectifs et de ses orientations, ajoutés à une refonte des contenus pédagogiques. La femme, elle aussi, une autre priorité ou surpriorité du gouvernement. En milieu rural comme en milieu urbain, elle aura à bénéficier de plusieurs avantages. Selon le chef du gouvernement, elle mérite peut-être plus que n'importe quelle autre catégorie sociale, la protection de l'État. Car protéger la femme, c'est protéger tout le foyer, c'est aussi et surtout protéger l'enfant et plus généralement la jeunesse à qui il sera fait une part belle. L'ambition du gouvernement est de favoriser son insertion dans le tissu économique. Binta Wagé, politique énergétique du Sénégal, nouveaux instruments de financement de l'économie, inflation, croissance, promotion du secteur privé, politique d'emprunt et bonne maîtrise de la dette et du déficit budgétaire. Voilà entre autres les axes prioritaires dans l'économie et dans la déclaration de politique générale. Notre pays doit supporter un service de la dette de 493 milliards en 2012, dont 412 milliards au titre du remboursement de sa dette intérieure de 653 milliards. Le Sénégal est ainsi entré dans un cercle vicieux où il doit emprunter pour rembourser sa dette intérieure, dont le temps moyen de renouvellement est de 14 mois. Une politique d'emprunt plus prudente sera menée afin de préserver la viabilité de la dette publique. La stratégie de gestion de la dette à moyen terme, qui sera finalisée avant la fin de ce mois, permettra un reprofilage de notre dette. Notre pays privilégiera désormais les prêts concessionnels pour les emprunts extérieurs et les instruments de long terme pour les émissions de titres publics. La croissance devrait remonter à 3,9% en 2012, grâce notamment à une reprise de la production agricole. Cette croissance sera soutenue principalement par le renforcement des capacités énergétiques, la poursuite des travaux de l'autoroute à péage et de l'aéroport Blaise Diagne, le démarrage effectif des travaux du Millennium Challenge Account, symbole de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et notre pays, et la reprise du tourisme.
une croissance soutenue, durable et inclusive, bâtie autour d'un meilleur environnement des affaires, favorisant l'attractivité de notre économie aux investissements privés et d'autre part d'un développement plus équilibré du territoire avec l'émergence de pôles de développement régionaux dynamiques et la relance du secteur agricole. Le gouvernement veillera à ce que l'inflation soit contenue en deçà de la norme communautaire fixée à 3% et que le déficit budgétaire soit ramené sous la barre de 5% en 2013, puis à moins de 4% du PIB en 2015, afin d'assurer la viabilité des finances publiques. L'économie trouvera également de nouveaux instruments de financement avec l'amélioration du cadre fiscal, de l'activité de crédit-bail, du capital risque et le développement de la finance islamique. En outre, pour la réalisation des grands travaux, l'État fait l'option de privilégier le partenariat public-privé avec le recours aux mécanismes de financement innovants. Le président de la République a réaffirmé la volonté de l'État d'assurer la promotion d'un secteur privé national fort. Ce patriotisme économique doit toutefois se traduire dans des conditions qui garantissent les principes de transparence, d'efficacité et d'équité. La politique énergétique du gouvernement visera à apporter des réponses adéquates aux questions urgentes liées à la demande, mais également à garantir des solutions durables dans un contexte de gestion transparente et de bonne gouvernance du secteur. Notre objectif à court terme est d'assurer la qualité de la fourniture d'électricité tout en limitant les subventions qui pèsent lourd sur les finances publiques et entravent le financement d'autres actions prioritaires. À cet effet, les programmes en cours de réhabilitation des centrales seront accélérés en vue de leur livraison en 2013, de même que l'installation de capacités intermédiaires pour une puissance de 200 MW afin de renforcer les 536 MW de la Sénélec. En outre, seront mis en œuvre un plan de restructuration opérationnelle et financière, ainsi qu'une réforme institutionnelle de la Sénélec dont le déficit à la charge de l'ensemble de la collectivité constitue un lourd boulet handicapant l'économie sénégalaise et sa compétitivité. Diverses autres actions sont déjà en cours pour l'amélioration de la distribution et la maîtrise de la demande, avec notamment la diffusion de lampes à basse consommation, de même que la promotion de l'utilisation de kits solaires. Dans les moyens et long termes, notre politique énergétique s'attachera à consolider durablement les disponibilités énergétiques, à réduire de manière structurelle les coûts de l'électricité, ainsi qu'à renforcer notre indépendance énergétique. L'accent sera donc mis sur la diversification des ressources et une politique de mix énergétique associant d'une part les énergies traditionnelles, telles que le charbon, les hydrocarbures gazeux et liquides, l'énergie hydraulique, et d'autre part les énergies renouvelables, notamment le solaire, l'éolienne et la biomasse. Dans sa déclaration de politique générale, le chef du gouvernement a souligné l'ambitieux programme de l'État pour la relance de tous les domaines du secteur de l'environnement. Selon Abdoul Mbaye, si le Sénégal peine encore à assurer sa sécurité alimentaire plus de 50 ans après son indépendance, c'est en partie à cause de mauvaises politiques agricoles, malgré un potentiel appréciable en terres cultivables et en ressources hydriques. Il a donc annoncé les grands projets du chef de l'État d'ici 2013 pour booster le secteur de l'environnement. Éric Niemadi. Faire de l'agriculture le principal levier pour la relance de l'économie nationale, tel est le choix du chef de l'État. Devant les élus du peuple, le Premier ministre l'a annoncé, mais Abdoul Mbaye s'est surtout appesanti sur la manière dont son gouvernement compte atteindre cet objectif. Sans attendre, des mesures seront prises pour soustraire notre pays de la forte dépendance à l'égard des importations de produits alimentaires stratégiques et l'acheminer à terme, au-delà de la sécurité alimentaire, vers l'autosuffisance. À cet effet, le premier défi sera de rendre l'agriculture moins vulnérable aux aléas climatiques, d'élever durablement les niveaux de productivité et de production pour toutes les variétés cultivées. Ce défi sera relevé d'abord à travers la maîtrise de l'eau et l'accroissement des aménagements hydro-agricoles, notamment dans la vallée
et le delta du fleuve Sénégal, ainsi que dans la vallée de la Nambé. Les superficies irriguées exploitées devraient atteindre à terme 250 000 hectares. En plus de cet ambitieux programme pour la modernisation de l'agriculture, le Premier ministre a prôné la création d'un label Sénégal dans l'élevage, autre secteur névralgique de notre économie qui va connaître en 2013 d'importants bouleversements. La production animale sera modernisée par une plus forte intégration des progrès de la biotechnologie animale afin d'aller dans le sens de la satisfaction de nos besoins en protéines et en produits laitiers. L'État engagera dès 2013 un important programme d'amélioration de la santé animale et la mise en place d'un programme pluriannuel et multisectoriel de renforcement des infrastructures et des équipements afin de rendre notre élevage plus compétitif. Toujours dans cette partie de son discours consacré à l'environnement, Abdoul Mbaye s'est aussi penché sur la pêche et l'aquaculture, des secteurs à fort potentiel économique qui seront également appuyés pour assurer une meilleure gestion des ressources halieutiques. Pour finir avec l'environnement, le chef du gouvernement a réaffirmé la ferme volonté de l'État à lutter contre les feux de brousse, la déforestation, la dégradation des terres et à œuvrer pour la protection des zones humides. Une façon pour notre pays d'assurer la conservation de la biodiversité. La centralité de la santé justifie l'intérêt que le Premier ministre a accordé au secteur lors de sa déclaration de politique générale. L'objectif est de garantir un accès équitable de tous aux soins. C'est ainsi qu'en 2013, une caisse autonome de protection sociale sera mise sur pied. Elle devrait contribuer à la couverture médicale universelle. Globalement, l'action du gouvernement sera centrée sur la prévention, nous dit Oumar Diaw. Dans la vie des populations, la santé occupe la place la plus importante. Quand elle s'éloigne, c'est que la maladie se rapproche. En tant que moteur de la vie, la santé mérite une attention particulière. Le gouvernement a pris l'option de centrer ses priorités sur la prévention, le renforcement de l'offre de soins de qualité sur l'ensemble du territoire, l'équité et l'accessibilité des soins pour tous. Dans un contexte d'explosion des maladies chroniques à soins coûteux, les efforts doivent être accentués pour parachever des initiatives telles que la gratuité de la dialyse, effective depuis 2 mois. Un programme sera développé pour le relèvement de l'offre technique de dialyse dans les hôpitaux, le recrutement de personnel qualifié et la conclusion de partenariats avec le secteur privé en vue de réduire sensiblement leurs tarifs. L'intérêt porté aux affections chroniques n'occulte pas les maladies transmissibles, dont certaines se manifestent sous la forme d'épidémies récurrentes. L'amélioration de la santé publique impose la disponibilité de personnel bien formé et d'infrastructures adaptées. L'urgence est d'achever les chantiers en cours. Tous les chantiers en cours, dont certains ouverts il y a plus d'une décennie, seront achevés. Notamment la maternité de l'hôpital Aristide Le Dantec, l'hôpital d'Al-Diam, l'hôpital régional de Fatick, l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, l'hôpital régional de Matam. La santé ne devrait pas être un marqueur des écarts sociaux. La mise en place de la Caisse autonome de protection sociale devrait contribuer à la CMU, couverture médicale universelle. Le système de couverture maladie universelle permettra d'assurer en particulier une meilleure prise en charge des groupes vulnérables. Dans la même veine, la redynamisation du plan Sésame par une pérennisation de son mode de financement est annoncée. Autant d'intentions généreuses qu'il faudrait traduire en actes pour faire vivre le plus longtemps. Oumar Diaw, le Premier ministre Abdoul Mbaye n'a pas occulté la crise casamançaise dans son discours de politique générale. À ce sujet, de nouvelles orientations sont entreprises par le gouvernement et le président Macky Sall. Les grandes lignes ont été définies, nous dit Abbas Sow. C'est fait et c'est connu maintenant des Sénégalais. Abdoul Mbaye a dévoilé l'option du gouvernement dans la gestion du conflit casamançais. Un conflit qui aujourd'hui a fait plus de 30 années de confusion dans la mise en œuvre des solutions proposées. Aujourd'hui, une nouvelle perspective s'ouvre pour redorer le blason et donner un nouveau souffle dans cette région méridionale où les populations sont par endroits blessées dans leur chair. Cette région est encore meurtrie par une crise qui continue d'infliger des souffrances morales et physiques insoutenables à de nombreuses familles et à la nation tout entière.
Pour réduire ces peines et souffrances, le président Macky Sall a, dès son accession au pouvoir, inscrit cette question au cœur des orientations du gouvernement. Comme l'a déjà indiqué le chef de l'État, le retour définitif de la paix dans cette région constitue l'une des premières priorités nationales. À cette fin, le gouvernement engagera un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes. Il a commencé. C'est avec la paix retrouvée que cette région pourra exprimer tout son potentiel économique et ainsi apporter sa contribution à la prospérité nationale et au développement du pays. Le chef de l'État a donc décidé de faire de cette région un cadre test pour la stratégie de développement territorial afin de désenclaver définitivement la région et d'optimiser la valorisation de ses potentialités. En faisant face aux députés du peuple, le chef du gouvernement n'a pas manqué de formuler des prières ardentes à la mémoire des vies perdues au sud du pays. D'autres questions ont été au cœur des échanges, notamment celles relatives au désenclavement et au développement du sud. Merci Abbas Sow. Redynamisation et modernisation ont été les mots-clés pour développer le sport et atteindre les performances attendues. Dans sa déclaration de politique générale, la construction des stades régionaux, le financement du sport et la construction de l'arène nationale constituent les priorités du gouvernement Abdoul Mbaye, nous dit François Seck. Le sport est aussi devenu un facteur de rayonnement et d'affirmation pacifique des pays sur la scène internationale. S'épanouir par le sport, une des priorités du gouvernement. Dans sa déclaration de politique générale, Abdoul Mbaye a annoncé un ambitieux programme de redynamisation et de modernisation des infrastructures. Le gouvernement accompagnera la modernisation de notre sport à travers l'amélioration du cadre institutionnel de la pratique et de l'encadrement de l'activité sportive et la poursuite du programme de construction de stades régionaux, l'érection de l'arène nationale de lutte, l'aménagement de complexes sportifs de proximité et la mise aux normes de stades nationaux pour répondre aux exigences de l'organisation des grandes compétitions internationales. En plus des infrastructures, la formation occupe une place de choix dans le programme. L'État du Sénégal s'engage à prendre en compte toute la filière de formation pour atteindre les performances attendues. Le sport scolaire et universitaire sera redynamisé pour favoriser la détection et l'éclosion de talents dans toutes les disciplines. Chaque performance de nos différentes équipes nationales et de nos athlètes dans les compétitions internationales est motif de fierté pour tout le peuple sénégalais. Le financement du sport a été évoqué. Des ressources additionnelles seront trouvées pour permettre à nos sportifs d'évoluer dans un environnement sain. Les seuls moyens de l'État ne suffiront pas pour financer les besoins du sport. Il nous faudra donc, avec tous les acteurs, explorer des approches novatrices de financement en misant sur l'extraordinaire capacité du sport à générer des ressources. Le Premier ministre a enfin exhorté les acteurs à respecter l'esprit fair play et lutter contre toute forme de violence dans le sport. La déclaration de politique générale a été très suivie par les députés. Le Premier ministre a fait le point de la situation politique économique du pays et dégagé les perspectives. Un discours apprécié par la majorité qui pense que le réalisme fera la différence. Par contre, pour l'opposition, elle estime que le Premier ministre est resté dans les généralités. Nous vous proposons leur réaction au micro de Cheikh Bamba Gueye. Je pense aujourd'hui que c'était l'attente des populations. J'ai entendu un député, Mamadou Diop de Decroix, parler de recoupement des discours. Mais l'État, c'est la continuité. Tout ce qu'on dit ici, j'étais là en 98, on l'avait dit. En passant par tous les premiers ministres qui ont précédé Abdoul Mbaye. Mais est-ce que ceux-là qui sont passés avaient apporté des réponses? C'est ça la grande question. Parce que l'administration, c'est une continuité. Je considère que la politique, ce n'est pas un amusement, c'est quelque chose de très sérieux parce qu'elle concerne la vie de millions et de millions de gens. On doit le faire, on doit la faire avec beaucoup de sérieux. Nous avons quand même eu droit à une déclaration de politique générale très pertinente qui a su prendre en charge l'essentiel des préoccupations des Sénégalais et nous sommes confiants quant à la possibilité aujourd'hui pour notre pays
d'aller vraiment vers un développement durable et vertueux. Nous avons tout simplement questionné la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre ce programme très ambitieux du gouvernement. Et nous avons demandé au gouvernement de poursuivre les audits et le recouvrement des biens mal acquis pour que nous puissions répondre, en tout cas mettre en œuvre ce programme. J'ai trouvé le discours très pertinent. Et je crois qu'avec ce programme-là que le Premier ministre nous a présenté, nous aurons un grand changement dans ce pays. Je suis très optimiste, trop même. J'attends un réponse concrète que j'ai posé. J'attends des chiffres, j'attends un cap très clair. Je le comprends, il est ballotté entre Yonou Côté. La charte des assises nationales, c'est très compliqué pour lui, c'est très difficile pour lui. Je comprends qu'il est difficile à tracer le cap très clair dans les 5 prochaines années. Une vision très claire, j'attends ça. Ce que j'ai le plus retenu, c'est cette triptyque sur laquelle est centrée les priorités donc, du gouvernement de Macky Sall. Ce triptyque part d'abord du monde rural qui constitue le principal levier sur lequel il faut aujourd'hui s'appuyer pour développer le Sénégal. Et après le monde rural, il y a également les femmes qui constituent donc une frange importante de la population, mais également un noyau pour développer le Sénégal. Et ensuite les jeunes qui constituent donc l'espoir de ces pays-là. Je crois que de ces 3 donc, priorités, mais le discours n'a pas laissé également en rade les autres secteurs. Moi, je crois qu'il n'y a pas de rupture. Ce n'est qu'une répétition de l'ancien régime d'Abdoulaye Wade. Tout ce qu'il a dit dans son discours était pratiquement dans les dispositifs du président Abdoulaye Wade. Comme je viens de le dire, Sar Lassan, d'accord, mais si je dis que les denrées de première nécessité sont chères, je le dis parce que je suis élu du Parti démocratique sénégalais, mais je compte rester député de la nation sénégalaise. C'est bien beau, mais comme disent les enseignants, insuffisant. Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas nous arrêter aux vœux pieux, aux bonnes intentions. Le Premier ministre aurait pu chiffrer ses propositions et son programme et dire aussi dans combien de temps, c'est-à-dire définir les délais pour atteindre les objectifs. Donc nous préférons, en tout cas moi je souhaite un programme chiffré avec des délais, un échéancier pour dire que dans 4 ans, 3 ans, nous allons faire ça. Dans 2 ans, il y aura le chemin de fer réhabilité. Dans 5 ans, nous aurons vaincu les inondations. Ou dans 1 an, il n'y aura plus de délestage. Mais lui, il pense qu'un discours de politique générale, c'est plutôt des généralités. Là, il se trompe. Parce que le discours de politique générale est différent du discours de politique sectorielle. Mesdames et messieurs, c'était tout ce que la rédaction vous proposait en ce qui concerne la déclaration de politique générale du Premier ministre Abdoul Mbaye. La rédaction se propose de revenir demain sur d'autres axes de cette déclaration de politique générale. Parlons à présent du chef de l'État qui a reçu ce matin le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, M. Faustino Imbali, est porteur d'un message du président de la transition de la Guinée-Bissau. Les 2 hommes ont également parlé de l'actualité dans la sous-région. Nous écoutons M. Imbali à sa sortie d'audience. Il est interrogé par Hadikan. Dans le cadre de bon voisinage, j'étais porteur de message de son Excellence, Monsieur le Président de transition, à son frère, Président du Sénégal, Macky Sall, qui portait sur les questions relationnelles des 2 pays. Et surtout, le plus important, c'est, vous savez, la Guinée-Bissau vit une période où la diplomatie, où, disons, l'appui de tous les pays de la sous-région est pour nous très important.
On a parlé un peu de la sous-région et de la situation de nos pays dans la sous-région. Après les fortes pluies de ces derniers jours, plusieurs familles ont vu leur maison s'effondrer. En tournée dans la zone de Kaolack, le ministre de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin a rappelé la nécessité d'une réadaptation du mode de construction en milieu rural. Pabouna Diaw. Parler d'inondation, c'est aussi évoquer le problème de l'habitat aussi bien en zone urbaine qu'en milieu rural. Dans plusieurs localités de la région de Kaolack visitées par le ministre de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, des maisons construites à base d'argile ont littéralement fondu sous l'effet de la pluie, occasionnant des dégâts considérables et même parfois des pertes en vies humaines. Je pense que les autorités qui sont concernées par ces problèmes-là, parce que ça relève de la protection civile, et il y a des structures qui sont chargées de ça. Mais je ne peux pas ne pas être sensible à ce qu'on vient de constater au niveau de Guinguinéo. Et on l'a constaté aussi au niveau du Saloum, dans le département de Nioro. Donc je lance un appel pour que des solutions soient prises par rapport au mode de construction. Ce n'est pas une sorte de sous-estimation, mais c'est par rapport à la sécurité. Donc je lance un appel aux autorités compétentes que des missions de sensibilisation soient menées par rapport au mode de construction. Les populations seront donc conscientisées sur le danger que représentent ces habitations en période d'hivernage. Des familles entières sont menacées, mais l'appui et l'assistance de l'État seront permanents. Renforcement des capacités des attachés parlementaires, c'est l'objectif visé par la direction des relations avec les institutions. À cet effet, un séminaire s'est tenu à l'intention des attachés parlementaires. Le compte-rendu est signé Salou Sek. Rencontre a regroupé le Parlement, le Conseil économique et social, la médiature, ainsi que les attachés parlementaires des différents ministères. La direction des relations avec les institutions vise à familiariser ces derniers avec le mécanisme d'élaboration et d'adoption du budget. C'est une initiative qui existait, mais qui souffrait d'une certaine instabilité. Maintenant, à la faveur de cette nouvelle alternance, nous avons senti la nécessité de renouveler les attachés parlementaires. Et puisque c'est la première fois qu'ils sont désignés, il fallait partager avec eux sur leur mission pour qu'ils sachent ce que la direction des relations avec les institutions attend d'eux. La rencontre d'aujourd'hui, c'est justement de permettre de définir le rôle, de définir les missions et de voir par quel mécanisme nous allons collaborer ensemble pour faire avancer les dossiers. La rencontre est présidée par le ministre de la fonction publique. Désormais, les attachés parlementaires vont être impliqués dans le suivi et le traitement des dossiers. Chers attachés, vous serez pour le département les relais très importants pour assurer le suivi et le traitement diligent des dossiers et des activités du gouvernement en provenance ou à destination du Parlement, du Conseil économique et social ou du médiateur de la République. Vous aurez à suivre des questions écrites, des questions orales et d'actualité des députés. De même que vous aurez à participer à faciliter le travail d'études et de recensement suite à la mise en œuvre de commissions parlementaires. De même que des consultations et des avis et demandes des membres des autres institutions relatives à vos départements ministériels vous seront transmis pour être suivis. Les participants ont échangé sur l'élaboration et l'adoption de la loi de finances initiale. Pour mieux connaître le rôle des parlementaires, la direction des relations avec les institutions a prévu une journée porte ouverte à l'Assemblée nationale vendredi prochain. À présent, faisons un rapide survol de l'actualité africaine qui nous mène au Kenya et en Libye. Mais tout d'abord, allons au Mali voisin où la situation ne connaît pas encore les progrès attendus, au contraire. Élection législative à Hong Kong. Après avoir remporté 60 sièges sur 70, le camp pro-Pékin garde la haute main sur le Parlement hongkongais. Pour la première fois, la moitié des députés étaient élus au suffrage direct. Mais le camp pro-démocrate n'a pas effectué la percée électorale attendue. L'opposition conserve néanmoins un droit de veto sur les travaux constitutionnels du Parlement.
La prison de Bagram transférée aux autorités afghanes. Les Américains ont remis dimanche plus de 3100 prisonniers à la police militaire afghane, parmi eux des membres présumés de la rébellion talibane et d'Al-Qaïda. La récupération de la base de Bagram était une des conditions posées par le président afghan Hamid Karzai pour accepter de signer un partenariat stratégique avec les États-Unis. Fin du sommet réunissant les 21 pays de l'APEC, le forum de coopération économique Asie-Pacifique, s'est tenu ce week-end dans la ville russe de Vladivostok. Vladimir Poutine a prôné dimanche un rapprochement de la Russie avec la région Asie-Pacifique qui représente 55% du commerce mondial. Le président russe a dans le même temps critiqué l'Europe, évoquant notamment le conflit en cours avec le géant russe Gazprom sur le prix du gaz. Les autorités grecques recevaient lundi les créanciers de l'Union européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne. La Troïka est venue demander 11 milliards d'économies dans les dépenses publiques, des réductions du nombre de fonctionnaires, des montants des retraites et des prestations sociales, une condition pour le déblocage d'un nouveau prêt de 31 milliards d'euros à Athènes. Au lieu du survol de l'actualité africaine, nous avons eu un survol de l'actualité dans d'autres points du globe du monde. Mais à présent, retour donc sur l'actualité africaine, des instantanés illustrés que nous mène au Kenya, en Libye, mais tout d'abord par le Mali voisin. Le Moujao considère la fusillade au cours de laquelle 16 prédicateurs musulmans ont été tués par l'armée malienne comme une déclaration de guerre. L'organisation islamiste qui contrôle le nord Mali avec d'autres groupes liés à Al-Qaïda a déclaré qu'elle allait désormais pousser son avance au sud vers Bamako. Le 1er septembre, elle a déjà pris la ville de Douenza au centre du pays. Un politologue lance un cri d'alarme. Vraiment, la situation est chaotique et catastrophique aujourd'hui dans ce pays-là. Et si réellement on ne fait pas attention, ces gens-là vont prendre tout le territoire. Les 16 victimes qui se rendaient samedi soir à Bamako appartenaient à la secte Dawa qui, selon son représentant au Mali, n'a rien à voir avec les rebelles islamistes. Les violences interethniques continuent au Kenya. Depuis le mois d'août, 2 communautés rivales, les Pokomo, sédentaires, et les Orma, nomades, ne cessent de s'affronter dans la région de Tana River, au sud-est du pays. Le mois dernier, 52 villageois Orma avaient été tués à coups de machette par des Pokomo. Lundi, une nouvelle attaque de Pokomo a fait 33 morts, dont 8 policiers dépêchés récemment dans la région pour faire régner l'ordre. Le Conseil libyen pour la liberté et les droits de l'homme a réagi négativement dimanche à l'annonce d'un report du procès de Saïf al-Islam, un des fils de Kadhafi. De plus, il estime que les conditions ne sont pas réunies pour un procès équitable. Ces critiques s'ajoutent à celles des organisations internationales qui réclament un procès devant la Cour pénale internationale. Saïf al-Islam, arrêté en novembre 2011, est inculpé pour crime de guerre. Son procès devait commencer en septembre, mais la justice libyenne préfère attendre d'éventuels témoignages pouvant surgir après le retour en Libye de l'ex-chef du renseignement Abdallah al-Sanoussi. Énergie solaire à présent, les projets 1, pote 1, panneau 1, toit vont contribuer à diminuer fortement la facture d'électricité des hôpitaux, des municipalités, des universités, entre autres. Ces projets pourront générer aussi des emplois pour la jeunesse sénégalaise. C'est ce qui ressort de la visite effectuée au New Jersey par une délégation du ministère de l'Énergie et des Mines, Alassane Beng Alou. À New Jersey, la délégation sénégalaise a constaté l'envergure et la haute qualité technologique de la société américaine d'ingénierie Petra Solar. Le PDG de Petra Solar précise ici que l'utilisation du solaire entre dans la politique globale des États-Unis initiée en 2007. En 2009, Petra Solar a mis en place une centrale de 40 MW. Ce projet a été déployé aussi à Bahreïn, en Jordanie et en Arabie Saoudite. Et c'est ce qu'il souhaite développer au Sénégal. La mission a été vraiment très fructueuse. C'était une mission, disons, de benchmarking, une mission de visite technique. Et nous avons pu nous rendre compte de la faisabilité technique d'une intégration forte et agressive des énergies renouvelables au niveau des réseaux interconnectés, avec des échanges d'énergie qui ont été facilités par les systèmes informatiques existants, les systèmes de comptage existants et les systèmes de surveillance. Le secrétaire permanent à l'énergie du ministère de l'Énergie et des Mines entrevoit déjà ce que les deux projets, un poteau, un panneau et un toit, un panneau,
peuvent apporter au niveau de la consommation énergétique du Sénégal. L'utilisation forte de l'énergie solaire auprès de certaines structures, notamment on peut parler du building, on peut parler d'autres structures administratives, et aussi de l'énergie solaire au niveau de certaines structures à alimentation difficile, telles que l'île de Gorée, au niveau de certaines universités, au niveau des hôpitaux et au niveau même du palais de la République. Je pense que c'est une possibilité qu'il faudra explorer. Outre l'énergie qu'elle fournit, la filière solaire va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Nous avons pu identifier le nombre voire un très grand nombre de jeunes qui travaillent au moyen grâce à l'outil de son numérique, grâce à l'ordinateur. Ils exercent beaucoup de métiers qui tournent autour de ce solaire. Un partenariat ministère de l'énergie et des mines et Petra Solar par le truchement de Green Energy Africa, et le Sénégal entrerait de plein pied dans l'ère de l'énergie solaire. Merci Alassane Bang Alou. Je vous le disais dans les titres à présent, c'est l'heure du lundi sport et nous accueillons à présent Malik Thiandoum. Bonsoir Malik. Bonsoir Alassane. Heureux de vous retrouver sur ce plateau de 20h. Le plaisir est partagé. On va parler aujourd'hui du match Sénégal-Côte d'Ivoire et après la défaite des Lions, certainement vous avez recueilli les réactions des coachs. Tout à fait, traditionnelle conférence de presse des coachs après le match. Sabri Lamouchi de la Côte d'Ivoire reconnaît que son équipe a gagné dans la douleur, mais il reconnaît également que ses joueurs ont fait preuve de maturité pour s'en sortir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la maîtrise collective qui constitue le paysage d'ensemble du football, mais c'est la rupture individuelle qui fait la différence. Les individualités ivoiriennes ont marqué la différence pour revenir 2 fois au score, mais également pour gagner par 4-2. Koto, lui, a tiré les enseignements du match. Il y a quelques satisfactions, mais la déception est là. Mais également, il a fustigé l'arbitrage, de même que son capitaine, qui se trouve être Papis Demba Cissé. Il y a des regrets, mais il y a encore de l'espoir. Nous les écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Abdoulaye Dabo et El Hadj Malick Niang. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez assisté à un bon match. De part et d'autre, les deux équipes ont bien joué. Donc, nous, on a perdu. Malheureusement, ce n'est pas un match qu'on méritait de perdre, parce que c'est un match quand même qu'on a dirigé à un moment donné. On est conscient de notre défaite. Il faut continuer à travailler, se préparer pour le match retour. La Côte d'Ivoire a saisi sa chance. Maintenant, il reste à notre équipe de saisir sa chance au match retour à Dakar. On a dit aux joueurs de faire attention à l'arbitrage et tout. Je suis désolé, mais très souvent en Afrique c'est difficile parce que c'est des arbitrages maison. Vous avez vu que le joueur a plongé. Le joueur a plongé, il n'y a pas eu de contact. Oui, je pense que la première mi-temps, on les a pressés un peu haut. Et la deuxième mi-temps, on est un peu resté bas, qui fait que moi, je me retrouvais tout seul devant. Mais ça, c'était pas un problème. Mais je crois que la défense et le milieu de terrain, ils étaient trop bas. Et qui fait que dès qu'ils nous fixent et nous, on court vers nos buts, et c'est là qu'ils étaient plus dangereux. Donc je pense que moi, tout d'abord, je vais féliciter mes joueurs qui n'ont rien lâché depuis le début à la fin. C'est juste que voilà, on a pris un carton rouge avec penalty. Donc voilà, c'est le football, c'est le football. On va essayer de tourner cette page. Effectivement, c'est pas un résultat qu'on a eu facilement. Ça a été dans la douleur. On est passé par pas mal d'émotions, moi le premier. Mais depuis que je suis ici, tout est dans la douleur. La prochaine fois, il faudra qu'on joue avec un peu plus la tête, qu'on ait un peu plus la maîtrise collective, parce qu'on a malgré tout souffert, même si je pense qu'en fin de match, notamment dans le dernier quart d'heure, on avait peut-être la possibilité de tuer le match. Mais bravo à mes garçons qui ont été très généreux dans l'effort, surtout dans la difficulté, ce qui montre que ce groupe-là a l'intention de vivre les choses jusqu'au bout. Et elle l'a montré ce soir. Malik, on a vu Papis Demba Cissé, le capitaine de l'équipe nationale. Et ici au Sénégal, certainement, vous avez essayé de voir comment au niveau de sa famille, ils ont suivi le match. Hein? Tout à fait. On a été chez Chermeng le jour du match, mais également à Sédhiou, on a déployé une équipe pour voir comment la famille du capitaine et goléador de l'équipe nationale a vécu ce match. Comme vous, comme moi, on est passé par toutes les émotions. Du bonheur suprême à la déception, mais l'espoir est encore de mise et la famille de Papis lance un appel aux Sénégalais pour soutenir encore ces garçons, pour leur permettre de surpasser l'obstacle ivoirien au match retour. Sédhiou, domicile du capitaine de l'équipe nationale.
Réunie au salon, la famille Cissé suit tranquillement la rencontre. Et lorsque Papis Demba Cissé foudroie Kopa Barry d'une belle tête, c'est l'extase. Mais la joie fut de courte durée. À la 65e minute, Gervinho égalise. Le ciel s'assombrit pour les supporters. La suite est connue. 4-2 pour la Côte d'Ivoire. Grosse déception pour les nombreux fans du capitaine des Lions. Ici, on indexe l'arbitrage. Le sentiment de désolation juste à cause de l'arbitrage de maison. À cause de l'arbitrage de maison. Parce que ces arbitres, les Africains, là, vraiment, il faudra lancer un appel à Badara Mama Yassine pour qu'encore une fois, qu'ils revoient ces désignations-là au niveau de la CAF. Parce que ces arbitres-là, ce qu'ils font au Sénégal, ça s'est passé la même chose à Yaoundé contre le Cameroun, encore une fois à Abidjan contre la Côte d'Ivoire. Mais c'est désolant. C'est désolant. Du côté des parents de l'enfant de Pakao, on a une autre lecture de la défaite. C'est un bon match. Les enfants ont bien joué. Le but de Papis est super. Je demande aux jeunes de ne pas se décourager. Ils doivent croire en Dieu. Le match, comment ça a été déroulé, tout dépend du bon Dieu. On ne l'a pas souhaité ainsi. Mais comme ça s'est passé ainsi, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc je remercie très bien le bon Dieu. Aussi, je ne me décourage pas. Je demande toujours au bon Dieu de lui donner encore le courage d'aider tous les Sénégalais. Malgré cette défaite, les performances de Papis Demba Cissé et de Sadio Mané, autres natifs de la localité, sont magnifiées. À Sédhiou, on croit toujours à une qualification en Coupe d'Afrique. Malek, il y a eu la déception à Sédhiou, mais c'est un peu partout au Sénégal qu'il y a eu cette déception. Tout à fait, le résultat a déçu plus d'un, la manière également. Et les Sénégalais, on est 11 millions de Sénégalais, mais il y a également 11 millions d'entraîneurs. Chacun a son mot à dire sur la prestation d'ensemble de l'équipe. Les gens ont fustigé le coaching de Koto, mais ils sont partagés entre déception et espoir pour le match retour. Henrik Bokoko s'est promené à travers les rues de la capitale. J'ai bien regardé le match, mais le Sénégal avait bien démarré le premier mi-temps. Bon, on avait inscrit un but. Mais j'ai constaté que le Sénégal a encaissé un but dans les arrêts de jeu. C'est ce qui n'était pas normal. Donc les joueurs devaient continuer le système de jeu qu'il avait commencé depuis le début du match. En revenant en deuxième mi-temps, le Sénégal a inscrit son deuxième but. La même chose, le Sénégal a encaissé le deuxième but. C'est en ce moment-là que le coaching du match s'est complètement gâté. Ils étaient plus expérimentés que l'équipe sénégalaise. Mais moi, je vois sur le côté de l'équipe du Sénégal, notre coach est trop défensif. Il n'a pas misé sur l'offensif, alors que pour pouvoir contourner le système ivoirien, il fallait empêcher les défenseurs de faire des relances et gonfler le milieu de terrain pour avoir des tampons avant que les milieux de terrain relayeurs des Ivoiriens arrivent dans notre attaque. Mais sur le score est un peu sévère. En tout cas, je sais que l'équipe ivoirienne n'est pas meilleure que la nôtre, mais il faudra beaucoup plus d'engagement de la part de nos joueurs pour espérer gagner le match retour. Comme tous les Sénégalais, hein, parce qu'on a dû le fair play. Bon, donc, bien vrai qu'on nous a gagné, mais ce n'est pas la fin du monde. Bon, il est temps de se ressaisir et de croire en Dieu et que c'est pas fini d'al. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, d'encourager les Lions. Et je crois même qu'ils vont se qualifier, hein, parce qu'ils ont une bonne attaque. Bon, le seul problème, c'est qu'on a un problème de défense, quoi. Il faut que le coach regarde la défense, quoi, parce qu'on a un problème de défense. Nous sommes contents pour le déroulement du match et que nous espérons gagner la Côte d'Ivoire au match retour. Nous espérons vraiment que nous allons terrasser le grand éléphant qui est la Côte d'Ivoire.
De mon point de vue, il faudrait que nos Gaïndés redoublent d'efforts. On espérait tous qu'ils gagnent le match en Côte d'Ivoire, mais ce n'était pas évident. Il va falloir qu'ils redonnent espoir au peuple sénégalais qui continue de croire en eux. Je souhaite au match retour, Inch'Allah, qu'on écrase la Côte d'Ivoire. Malik, l'espoir est toujours là, les Sénégalais y croient toujours, mais quand même il faut tirer les leçons. Il faut tirer les leçons, les chances de l'équipe sont hypothéquées, mais l'espoir demeure. Espérer, c'est ce que Thierno Dramé ne veut pas entendre. Pour lui, il faut tirer les leçons. Les leçons de Bata n'ont pas été tirées, mais également les prémices de cette défaite étaient perceptibles depuis presque 8 mois. Alors pour Thierno, il faut véritablement faire une analyse assez objective de la situation. Nous l'écoutons. Découragé, c'est le seul mot que j'ai trouvé pour qualifier mon état émotionnel à l'issue du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Découragé non pas par le résultat, qui du reste n'est pas si surprenant que cela, mais découragé par le coaching, le comportement de l'équipe, mais surtout le constat qu'aucune leçon n'a été tirée de l'échec de Bata. Et pourtant, il y avait des signes avant-coureurs, mais peut-être étions-nous tous aveuglés par le voile de la colère et n'avons donc pas été très alertes sur le choix du coach. On se souvient tous du cafouillage lamentable dans l'affaire Le Chantre, dont l'issue a été le choix par défaut de Joseph Koto. Et dans l'euphorie des victoires contre le Libéria et le Maroc, nous avions tous oublié de poser le doigt sur l'absence de projet de jeu de l'équipe A, le même mal dont souffrait l'équipe de Bata. Les mêmes causes ne produisent-elles pas les mêmes effets? Et peut-on réellement faire du neuf avec du vieux? Depuis bien des années, c'est un jeu de chaises musicales autour des lions. Tantôt c'est Karim Sega, tantôt c'est Amsatou Fall, tantôt Mayacine Mar, Ablaye Sarr et aujourd'hui Joseph Koto. Sinon, comment expliquer qu'un Mayacine Mar, ayant pris part de façon active à l'échec de Bata, peut aujourd'hui être nommé directeur technique national? Que peut-il apporter à Joseph Koto? Alors, il est temps qu'on s'arrête un peu et qu'on revoie tout cela, que l'on revoie les hommes qui managent notre football, la légitimité d'une fédération qui enchaîne les mauvaises décisions et donc les échecs. Oui, les échecs, car la prestation au JO ne doit pas cacher les lacunes que notre football traîne et qui tardent à être effacées, faute de techniciens capables de le faire. Et sans vouloir insulter l'expertise locale, si tant est d'ailleurs qu'elle existe, ces échecs portent tous la marque de nos techniciens. Il est temps d'aller voir ailleurs ce qui s'y fait. Si nous voulons que notre football commence à compter les trophées, si nous voulons que le talent présumé ou prétendu de nos footballeurs se traduise mieux sur le terrain, ce qui ne fut pas le cas à Abidjan, et ce ne devrait pas être non plus le cas dans quelques semaines ici à Dakar, et pour toutes ces raisons, je ne me paierai pas le luxe d'espérer. Malik, Thierno, il a le cœur gros. Thierno a le cœur gros, il n'espère pas, au contraire de Ibrahim Mboup, qui a encore plus d'espoir que lui. Pour Ibrahim, il faut juste tirer les leçons, opérer à quelques réglages, et que à Dakar, les éléphants peuvent véritablement tomber et les lions peuvent également se qualifier. Ibrahim Mboup. Les Lions ont pris 4 buts à Abidjan, une véritable raclée, un score sévère, une lourde défaite. Mais les 2 buts marqués au Félicia vont peser dans la balance au retour. Il nous faudra tout juste gagner par 2 buts d'écart à Dakar pour s'ouvrir les portes d'Afrique du Sud 2013. Une mission qui sera certes difficile, mais pas impossible, car en football, tout est possible. Pour une qualification éventuelle, l'équipe nationale a besoin d'un coaching de haut niveau, ce qui n'était pas le cas samedi à Abidjan. Pour passer l'obstacle ivoirien, il nous faudra aussi une défense solide et agressive, une attaque plus réaliste. En un mot comme 1000, les Lions devront jouer le match de leur vie. À défaut, le rêve de participer à la CAN 2013 pourrait se transformer en cauchemar, car une élimination du Sénégal aura des conséquences désastreuses pour le football national. Des têtes vont certainement tomber si ce scénario catastrophe se réalise, avec à la clé une nouvelle phase de reconstruction et tout repartira de zéro. Dans le football sénégalais, on a beau chasser le naturel, il finira chaque fois par revenir au galop. C'est malheureux.
Malik, osons espérer qu'au match retour, le sourire sera sur le visage des Sénégalais. Osons espérer, prions et travaillons. C'est surtout cela, parce qu'il faut tirer tous les enseignements de ces échecs consécutifs, mais également de cette débâcle qu'on a subi à Abidjan. Mais nos reporters ont passé en revue tous les mots qui gangrènent aujourd'hui l'équipe nationale. Il faut un entraîneur de haut niveau, il faut une gestion professionnelle, il faut un agent marketing de très haut niveau. Il faut que l'équipe nationale baigne dans de très bonnes conditions. L'État a fait son devoir en mettant l'équipe dans les conditions optimales de performance. La balle est dans le camp des dirigeants qui sont le véritable mal du football sénégalais. Merci Malik. Avant de nous quitter, quelques annonces. Oui, on quitte le ballon rond pour prendre maintenant nos boules. En pétanque, en championnat du Sénégal, 27 triplettes étaient en lice au boulodrome à Diagne. En finale, Ibrahim Andao, Samba Diakhaté, Kassé de Sokosim ont battu Morgueil, Chersey, Abdoulaye Gueye de Diourbel Pétanque Club par 13-6. À 2 journées de la fin du championnat, voici le classement. Premier, Babacardien, Renaissance Club de Saint-Louis. Deuxième, Céliadian, Sali Bouliste Club. Troisième, Mohamed Safiedine, Sali Bouliste Club. Pour info, l'équipe nationale prendra part au championnat du monde du 4 au 7 octobre à Marseille, en France. Malik, juste quelques mots de lutte sénégalaise. Comment ça se dessine pour les perspectives? Pour les perspectives, le ministre des Sports a pris son bâton pèlerin pour concilier les parties en conflit, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les promoteurs sont montés au créneau pour fustiger la gestion du CNG. Le ministre a reçu les promoteurs, il a également reçu le CNG, et le 19, il va recevoir l'ensemble des parties concernées pour arrondir les angles et pour que l'arène reparte sur de bons pieds. En tout cas, des combats ont commencé à être ficelés, parce que les promoteurs ont levé leur mot d'ordre de boycott après avoir été reçu par le ministre des Sports, et nous espérons que le 19, tout rentrera dans l'ordre et que les games seront renoués. Merci Malik Thiandoum. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition principale de la soirée. Abasso vous retrouve pour le dernier journal au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Que vous soyez loin ou tout près de ce qui compte le plus pour vous, votre transfert d'argent en Afrique est toujours immédiat avec Rapid Transfert. Ecobank, le rythme de l'Afrique. Prêt pour la course aux millions? Envoie millions au 26 ou 826 pour gagner le jackpot de 100 millions. 26, 8, 26. Tu as 100 jours pour gagner jusqu'à 1 million par jour, 2 millions par semaine et le jackpot de 100 millions. À toi de jouer. Envoie millions au 26 8 26. 26 8 26. La course aux millions est un jeu Lonase. taamu naa ko ci jaakiri jar sax dafay gën a neex maanaam ko mu seddu guy Vitale taamu naa ko ci samay pâtisserie Vitale mais on a plus Vitale moom moo neex waaye yow
fetale kay nañu dem yow mi ànd ak fetale kay jëmbat garab am na njariñ rawatina nag darkasu yii. njariñ nag mel na ni moom gis nañ ko bu baax fi mu nekk jëkk léegi suuf si duutu dem gis nga xob yi ni muy wàcce téye bu ngelaw ñëwee duutu mën a dem ndax xam nga darkase jëfewul am boo jëmbatee ñaareet ñettat mu tàmbalee meññ muy pom bi ak saal bi lu ci ne njariñ lu am solo la ci nun bu xasee tàmbali meññ ni deenu ci jariñu 7 mois yoo xam ni toujours dépense bi ci lay jógee di dugg ci kër waa dëkk bi yëpp kër goo dugg rek ci darkase yi la ñuy dépensé dina durer 7 mois. C'est un message du ministère de l'Environnement. Le tiercé carte plus quinte plus prix Albine benn course de plat bu ñaar fukki fas ran ci 2100 mètres la Saint-Cloud dawal tey arrivée bi nii la tëddee 13 10 11 2 5 rapport yi tamit fayagum na ordre tiercé 655 500 francs désordre tiercé 71 000 francs ordre carte kenn na jàppul carte bi ci ordre désordre carte 168 500 francs bonus 3 16 500 francs ordre kente kenn na jàppul kente bi ci ordre la naas benn leen si benn kañot bu toll si 6 869 000 francs fas yéene leen ko tegal ci kente ëllëg bi désordre kente 685 500 francs bonus 4 22 500 francs couplet gagnant 65 000 francs, couple placé A, 11 500 francs, couple placé B, 26 500 francs, couple placé C, 3 000 francs. ëllëg si talaata bi fukki fan ak benn ci weeru satumbar Chantilly la ñu jëm mooy dawal le prix de Survilliers di beneen course de plat bu fukki fas ak juróom-benn ran si 1200 mètres favori 3 6 10 5 As, outsider yi 2, 11, 13, surprise 8, 12, 4. Bonne chance cant ak ngërëm ñeel na leen ci seen teewlu ba ëllëg inshallah. Jarama Lonase. Corridor, édition 2012. Sous l'égide du mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, en partenariat avec le secteur privé, l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA et l'Organisation internationale de la francophonie organisent la 8e édition de la prestigieuse soirée des corridors le samedi 6 octobre au King Fahd Palace Hotel, ex-Méridien Président. Les corridors, c'est la soirée des soirées, la soirée de l'année, la plus prestigieuse des soirées de gala, le rendez-vous qui célèbre les meilleurs d'entre nous. La cérémonie de remise des corridors est animée cette année par Pape Diouf et la Génération Consciente, le Super Étoile de Dakar, New Look, Titi la Divine et la Royale Viviane Chidid. 14 courriers seront décernés à l'édition 2012. Le MEDES a choisi le courrier, cet objet quasi mythique de notre société, pour récompenser les entreprises et personnalités qui se sont distinguées par leur réalisation ou performance exceptionnelle. La soirée de gala des corridors magnifie l'excellence dans le cadre somptueux et enchanteur du King Fahd Palace, ex-Méridien Président, en présence de tous les acteurs du monde économique, politique, social, financier, universitaire, médical, de la société civile, des leaders d'opinion et de grandes personnalités internationales. À l'animation, Koucha, Suringagne et Galocello. Manifestation prestigieuse placée sous la présidence effective de son Excellence le Président Macky Sall, du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, son Excellence Moussa Abdou Diouf, du président de l'UEMOA Hadjibou Soumaré et de plus hautes autorités des institutions et organismes sous-régionaux et régionaux. Réservation 33 867 67 00, 33 829 64 65, 77 782 75 24, 77 782 75 04. MEDES, le pari de l'action.
Étudiants, élèves, parents d'élèves, le cabinet MC2R en partenariat avec le quotidien Le Soleil et l'université Euro-Afrique organise la 2e édition du salon de la rentrée de l'étudiant et de la formation à la Maison de la Culture d'Outasek. L'objectif de ce salon est de permettre aux écoles de formation de présenter leur offre de formation et pour les élèves, les étudiants et les parents de rencontrer un lieu unique, les écoles de formation de la place. La rentrée universitaire et scolaire 2012, une rentrée de rupture, vous permet de mieux choisir votre formation, votre école, votre parcours et filière d'études et de bien démarrer la rentrée 2012-2013. Venez tous participer. Les écoles de formation vous attendent dans un cadre agréable. Man Mamadou sàmm la bari na ci ñun sàmm yi ñoo xam ni bu seeni jur feebare duñ ko yëgal service vétérinaire yi nekkee seeni diwaan ñàkk yëgle boobu jëmee ci feebaru jur gi mën naa indi gàllankoor ci service vétérinaire yi loolu dinay jur ñàkk taxaw bu doy jëmee ci feebaru jur gi dina indi tamit ñàkk xibaar ci ñi amee dogal ci wér-gu-yaramu jur gi dem ba mën a sooxeel koom gi man Mamadou bés bu yàlla sàkk damay nemmeeku sama gétt gi bu dee am na ci jur gu feebar ma yëgal ko service vétérinaire bi nekkee ci gox bi ngir sàmm wér-gu-yaramu jur gi ak askan wi nañuy yëgle jur gi feebar ci service vétérinaire yi ñu gën a jege. Sénégalais de France et de Belgique, venez acquérir un logement au Sénégal auprès des promoteurs immobiliers au 10e Salon de l'Habitat en France et en Belgique. À Paris et Lyon du 21 au 27 septembre 2020.